Aussi, quelle est l'origine de tous ces problèmes de la France? Alors, pas une seule origine, mais il y en a quand même une qui est assez essentielle. Et si vous me le permettez, je vais bien sûr parler d'agriculture, mais l'agriculture, au risque de décevoir certains d'entre vous, n'est que la partie d'un tout. Et ce qui se passe en agriculture, on le constate également dans d'autres secteurs, comme par exemple en matière industrielle, comme par exemple en matière de défense, en matière militaire, en matière de rayonnement international, d'affaires étrangères. Ça, c'est une débandade absolument générale. Alors, je vais commencer par ça, peut-être parce que ça va vous donner un cadre de réflexion avant de passer à l'agriculture. Je voudrais simplement rappeler, je reprends parce que j'ai quand même des notes, il y a quand même beaucoup de chiffres, je vais pas essayer je vais en dire pas trop, mais quand même un petit peu, des chiffres qui me paraissent quand même importants à avoir à l'esprit sur la situation actuelle. Depuis 40 ans, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français est passée de 24% en 1980. Moi, j'étais étudiant à HEC en 77, on nous disait que c'était à peu près 26-27%. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 24% à 9,4%. Moins 60%. L'industrie, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Enfin, c'est une des choses importantes qui fait la richesse du pays. C'est une catastrophe. Le nombre d'emplois industriels perdus depuis 1974, ça c'était des chiffres INSEE et Sénat. Chiffres INSEE, 2,5 millions d'emplois industriels perdus depuis 1974 dans l'industrie. La balance commerciale, moins 81 milliards d'euros. C'est une balance commerciale comme on n'en a jamais vu en fait. Parce que si vous multipliez par 6, 55, 957 pour rappeler ce que ça fait en francs, on est de l'ordre de moins 500 milliards de francs de balance commerciale déficitaire. Je rappelle qu'en 1984, lorsque Mitterrand avait mis fin à la première politique, il avait adopté la politique de rigueur en appelant Laurent Fabius, la balance commerciale française avait accusé un déficit de moins 120 milliards de francs et on disait que c'était plus possible. On est aujourd'hui à moins 500 milliards. La dette publique par rapport au produit intérieur brut, de 1980 à 2025, on est passé de 21% du PIB à 116% du PIB, c'est-à-dire une multiplication par 5,5. En chiffres bruts, la dette publique a atteint 3 416 milliards d'euros. C'est une somme inimaginable, en fait. C'est extrêmement, extrêmement grave. C'est un débat qui est un débat occulté, pour une raison qui est, non seulement c'est une somme considérable, mais évidemment, cette dette pour honorer les engagements de la France, il faut payer chaque mois, en fait, des mensualités, si l'on peut dire. Et le Trésor émet des obligations assimilées du Trésor du 10 ans. Les obligations assimilées du Trésor de 10 ans, mettons, alors je simplifie, mais par exemple, actuellement, on est en train de rembourser les obligations assimilées du Trésor qui ont été émises en juin 2016, qui arrivent à expiration, à maturité, en juin 2026. Or, en juin 2016, on avait un taux d'endettement sur les marchés financiers qui devait être de l'ordre de 0,5 à 1%. Et aujourd'hui, on a des taux d'endettement sur les marchés financiers qui sont de l'ordre de 4%. Les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Donc ça veut dire que comme on a encore du déficit budgétaire, le déficit est colossal, celui qu'a fait M. Lecornu, contrairement à ce qu'on a dit, est très important. Et ça veut dire que lorsque une obligation arrive à expiration, il faut rembourser donc la fin de l'obligation, il faut s'endetter du même montant et même plus puisque le déficit continue de s'aggraver. Et cette fois-ci aux conditions du marché d'aujourd'hui. On remplace une dette qui était à 0,3% ou 0,5% par une dette qui est à 4%. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, je pense que c'est clair. Ça veut dire que l'an dernier, on a eu 60 milliards de frais financiers à payer sur la dette de l'État, 60 milliards d'intérêts d'euros. Cette année, on est parti pour 80 milliards. L'année prochaine, 100 milliards. L'année prochaine et l'année d'après, 120 milliards. C'est-à-dire que la France est ruinée. On ne peut plus, là. On ne peut plus. C'est vraiment le très, très grand sujet qui va exploser à la figure de quel que soit le prochain président de la République. Voilà. On va tout droit vers une mise sous tutelle du FMI, etc. Bon. C'est un sujet d'une gravité exceptionnelle.
La charge des intérêts de la dette, justement, était encore de 30 milliards il y a 5 ans. Elle a été multipliée par 2, donc de 30 à 60 milliards en 5 ans. Et elle va être multipliée encore par 2 au cours des 4 années qui viennent. Pour mémoire, je rappelle que le budget de la justice, dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est 9 milliards d'euros. Vous voyez que là, la simple augmentation des frais financiers, pour cette année, c'est plus de 2 fois le budget du ministère de la Justice qui crie misère. Et tout est à l'avenant. Le nombre d'exploitations agricoles, qui était de l'ordre de 2,1 millions d'exploitations en 1962, qui était passé à 1,6 million en 1970. En 2023, seulement le site à Grèce est tombé à 350 000. Donc il y a eu moins 78% d'exploitation agricole de 1970 à 2023. Et les perspectives, on ne vous les montre pas, mais elles sont quasiment vers... je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais quasi-extinction des petites exploitations agricoles familiales, qui sont en fait condamnées. La flotte de pêche est passée de 11 660 navires en 1983 à 4 239 en 2021, moins 64%. Le nombre de maternités est passé de 1 369 en 1975 à 446, moins 67%. La population en désert médical, il y a maintenant 87% de la population qui se situe dans un désert médical. 6,7 millions de Français qui sont sans médecin traitant. Le taux de pauvreté augmente à toute allure depuis le tournant de l'an 2000, en fait avec l'arrivée de l'euro, ce dont personne jamais ne parle. On a atteint désormais 15,4% en 2023 et le taux de pauvreté et le taux de grande pauvreté ne cessent d'augmenter. Si vous allez dans les grandes villes, si vous allez à Paris, vous serez effaré de voir, pour ceux qui connaissent Paris, qui ont connu Paris il y a 30 ans et maintenant, l'évolution. Il y a maintenant 9,8 millions de Français sous le seuil de pauvreté et qui... Bon, je vais arrêter ici tous ces chiffres qui ont de quoi être désespérants. Ils sont désespérants d'ailleurs. Mais je voudrais mettre en regard de ça... Ça, c'est les perdants. C'est qui les gagnants, donc? Ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, 40 dernières années. La richesse des 500 premières fortunes de France en 28 ans, selon le magazine Challenge, on est passé de 110 milliards d'euros en 1996 à 1228 milliards d'euros. C'est-à-dire que les 500 premières fortunes françaises ont augmenté leur richesse de plus 800%. La richesse de quelqu'un comme M. Bernard Arnault, sur le même intervalle, sa fortune personnelle est passée de 12 milliards à 233 milliards, plus 1841% d'augmentation de sa richesse. Les 10 premières fortunes sur le même intervalle ont augmenté de plus 2300%. Et l'accroissement du nombre de milliardaires en France est passé de 15 à 53 personnes, une multiplication par 3,5. On assiste donc à un phénomène sociologique et historique d'une ampleur absolument considérable. C'est un pays qui est en train de s'appauvrir à toute allure. Les catégories modestes sont en train de verser dans la pauvreté, voire dans la misère. Les classes moyennes sont en train de voir leur niveau de vie dégringoler. Mais bon, il en reste encore un petit peu, mais ça dégringole. Et à l'autre bout de l'échelle, on voit une toute petite partie de la population qui se chiffre par quelques dizaines et qui atteignent des records. Vous noterez d'ailleurs au passage que ces personnalités, j'aurai l'occasion d'y revenir, achètent ou ont acheté à la fois des médias et des instituts de sondage pour manipuler les élections. C'est ça la vérité, hein. Je vous le dis bien en tête. Hein. Alors, quelles sont les causes de ces évolutions? Et l'agriculture fait partie. Je vais venir sur l'agriculture, mais je crois que c'est le cadre général qui est important d'avoir à l'esprit. Il y a plusieurs causes à cette situation.
D'abord, c'est la libre circulation des capitaux, qui a été posée, qui ne faisait pas partie de la construction européenne à l'origine, mais qui a été posée en France suite à des décisions au sein de l'OCDE, vous savez, de l'Organisation de coopération et de développement économique, pilotée par les États-Unis, et qui a été relayée en Europe par les traités européens, et notamment un traité très important qui est méconnu. Tout le monde connaît, enfin tout le monde. Les gens qui s'intéressent à la situation connaissent le traité de Rome, qui date de 1957, qui crée le marché commun. Connaissent le traité de Maastricht de 1992, qui transforme le marché commun en Union européenne. Mais on connaît un petit peu moins un traité qui a été très important, qui est le traité dit de Acte unique de 1986, dans lequel il a été posé la libre circulation des capitaux. Cette libre circulation des capitaux, elle a eu pour effet de faire en sorte que, auparavant, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous Mitterrand jusqu'en 86, lorsque vous aviez quelqu'un vous étiez très riche, vous ne pouviez pas sortir des capitaux de France sans obtenir l'autorisation du ministère des Finances. Que vous n'obteniez que peu, il fallait pour l'obtenir, on aura l'occasion peut-être d'en venir dans les questions, prouver que c'était bien pour la France. Par exemple, je cite souvent cet exemple de Peugeot PSA créant une usine de fabrication d'automobiles à Isfahan en Iran, allant demander l'autorisation de la direction du Trésor du ministère des Finances, qui était encore à Rivoli, de sortir plusieurs centaines de millions de francs pour construire une usine de fabrication de voitures sur des 504 en Iran. Et le ministère des Finances, examinant la situation, voyant les intérêts, c'était intéressant pour Peugeot qui prenait pied sur un nouveau marché. C'était intéressant pour l'Iran qui voyait se développer une industrie automobile. Même si c'était d'origine étrangère, c'était une industrie automobile. Donc c'est un pays qui s'industrialisait, donc ça l'intéressait. C'était intéressant pour la France, puisque ça permettait d'accroître l'image industrielle de la France en Iran et aussi dans les pays circumvoisins comme l'Afghanistan. Je rappelle, c'est pour ceux qui ont de la mémoire, que pendant les événements de mai 68, Georges Pompidou était parti, Premier ministre, était parti en Afghanistan et en Iran. Pourquoi ? Parce que c'était deux cours où on parlait le français. Tout le monde parlait français à la cour de Kaboul comme à la cour de Téhéran. Et donc c'est une époque où c'était bon pour l'image industrielle de la France. On allait parler le français, on avait formé des ingénieurs iraniens parlant le français. Donc ça, c'était très bon pour nous. Et enfin, c'était bon aussi pour les ouvriers français en France, puisque ça allait faire des demandes... on allait accélérer les demandes de pièces détachées qu'on allait fabriquer à Sochaux ou à Montbéliard pour envoyer en Iran. Sachant que, et c'est fondamental, on ne pouvait pas réimporter en France les produits fabriqués en Iran. C'est très très important à comprendre. C'était pour le marché local, puisque nous étions maîtres de notre commerce extérieur. C'est comme ça que ça marchait. Or, tout ça a volé en éclats avec ce dont je parle. C'est que désormais, avec l'acte unique et avec le marché commun, la France s'est dépouillée de son commerce, de la gestion de son commerce extérieur. Pour gérer le commerce extérieur, vous avez trois grandes catégories. Vous avez les droits de douane, vous avez les quotas et vous avez les normes. Que ce soit des produits agricoles, que ce soit des produits industriels. C'est comme ça que vous réglez petit à petit. Par exemple, nos amis suisses, avec l'industrie, avec l'agriculture, ils ont des droits de douane variables selon les mois de l'année. Il y a une production de cerises et de fraises en Suisse. À ce moment-là, ils ont des droits de douane très importants pour les productions de fraises ou de cerises venues du Maroc ou venues d'Espagne. Voilà. Mais lorsque la saison est passée en Suisse, ils rabaissent les droits de douane pour favoriser les consommateurs. Donc ça, c'est une gestion fine, une gestion nationale où tout le monde essaye d'être gagnant. Ça n'est plus du tout le cas, ce qui est en France. Mais la France, de toute façon, c'est plus elle qui décide. C'est décidé par l'Union européenne, par Bruxelles, et pour un nombre d'ailleurs d'États de plus en plus important, puisqu'on part de pays qui étaient auparavant dans le marché commun, on était 6, et désormais nous sommes 27. Alors cette libre circulation des capitaux, elle a eu pour effet de permettre ce qui paraissait inimaginable avant, c'est-à-dire que des gens ayant énormément d'argent peuvent aller construire des usines en Inde, au Vietnam, etc., bénéficier de salaires qui sont 20 fois inférieurs, de charges sociales qui sont quasi inexistantes par rapport aux nôtres, de charges environnementales qui n'ont rien à voir,
de fabriquer sur place. Et en plus de ça, comme le tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est de l'ordre de 2%, c'est-à-dire zéro, de réimporter en France les produits ainsi fabriqués. C'est ce qui vous explique cette hémorragie d'emplois industriels, qui ne concerne pas que la France d'ailleurs, mais qui concerne d'abord et avant tout la France, et cette hémorragie du pourcentage du PIB dans l'industrie. La deuxième chose, c'est la libre circulation des marchandises. La deuxième raison, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que la libre circulation des marchandises, elle découle justement de ces marchés communs, avec au passage la création, j'ai oublié de le préciser, mais vous le savez tous, ce qu'on appelle le marché commun, c'est-à-dire l'absence totale de contrôle aux frontières à l'intérieur de l'espace du marché commun. Ce qui pose des problèmes d'ailleurs dont on parlera certainement, c'est que quelque chose comme les néonicotinoïdes que vous connaissez, l'acétamipride, etc., que le consommateur français ne veut pas avoir dans ses produits alimentaires à juste titre. Donc nous, on a une réglementation en France qui interdit d'avoir ça dans les produits agroalimentaires français. En revanche, vous le trouvez dans le Nutella fabriqué par Ferrero en Italie, dans les noisettes. Et vous trouvez ça dans d'autres pays d'Europe. Et comme il s'agit du marché commun, on ne peut pas interdire la vente de Nutella Ferrero bourré d'acétamipride en France. On est donc dans une situation qui est insupportable, en fait, pour les agriculteurs, puisqu'on les met dans une situation où ils n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes armes, si l'on peut dire, que leurs simples concurrents en Europe. Puisqu'on a une espèce d'harmonisation, non pas vers le haut, qu'on l'avait fait miroiter aux agriculteurs, mais une harmonisation vers le bas. C'est vrai d'ailleurs de tout, c'est vrai aussi des SMIC, j'en reparlerai. Puisque nous sommes contraints par cette absence de droit à l'intérieur même de l'Union européenne, de nous coller sur le moins-disant écologique, le moins-disant social, le moins-disant là, tout en ayant en France un peuple qui n'a toujours pas compris le problème. Donc on a des gens qui en France exigent qu'il y ait toujours plus de réglementation, mais qui disent que si on fait sortir de l'Union européenne, ça serait un scandale, ça serait l'extrême droite. Donc en fait, c'est de la folie, quoi. Ils veulent une chose et son contraire. C'est vraiment important à comprendre. Troisièmement, la libre circulation des services et des personnes. Là, j'insiste sur des choses que vous connaissez, que semble-t-il d'ailleurs l'extrême droite française a oublié. Je rappelle que le mouvement que j'ai l'honneur de présider et de l'avoir créé est classé par le ministère de l'Intérieur ni à droite ni à gauche, mais au-dessus du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, on a des gens venant de partout qui nous rejoignent. Je voudrais rappeler quand même ce petit détail qui est toujours systématiquement passé sous la table, qui a un traité qui s'appelle le traité d'Amsterdam, parce qu'après le traité de Maastricht de 92, il y a eu le traité d'Amsterdam qui a été signé en 97, ratifié en 98 et qui est entré en vigueur en 99. Et ce traité d'Amsterdam a eu notamment pour objectif, et enfin pour conséquence, de faire ce qu'on appelle un transfert de souveraineté. Les Français ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, transfert. En fait, ça veut dire un vol de pouvoir. Transfert de souveraineté, c'est que c'est plus vous qui décidez. Voilà. Si par exemple, monsieur, je vous pique votre portefeuille, ça sera un transfert de souveraineté sur votre portefeuille à mon profit. C'est plus élégamment dit, en fait. C'est mieux de dire que je vous ai piqué votre portefeuille. J'ai fait sur votre portefeuille un transfert de souveraineté. Et notamment dans ce traité d'Amsterdam a été transférée la gestion de la politique migratoire. Depuis le 1er janvier 1999. Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans que la France n'a plus la maîtrise de sa politique migratoire. Alors, c'est